écoutez, j'aime parce qu'il y a des écoles maintenant qui commencent quand même à instruire les enfants pour dire que bon, chaque vendredi, jeudi, c'est le jour où il n'y a pas de sucré. Écoutez, j'aime. Merci beaucoup. Je suis docteur Rémi Kapongo, spécialiste en médecine interne, principalement dans la filière de diabétologie, endocrinologie, maladie métabolique au l'Université de Kinshasa. Et je consulte aussi dans les différentes structures médicales de la place. Voilà, en fait, comme vous avez dit là, c'est une émission qui est plus orientée vers le public de manière générale, bien que quelques professionnels de santé peuvent aussi être intéressés. Donc, ce qui fait que je vais m'arranger pour ne pas être trop scientifique et rendre la présentation compréhensible à l'intention de tous. Donc, le diabète sucré, c'est défini en termes simples comme un état d'excès de sucre dans le sang. Je crois que la population générale, c'est ce qu'ils doivent comprendre. Mais s'il faut aller sur le plan scientifique profond, on va dire que c'est l'ensemble des maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie chronique, c'est parce que d'un côté, il y a des facteurs génétiques ou héréditaires et de l'autre côté, les facteurs environnementaux qui font que l'insuline ne soit pas bien sécrétée ou si elle est sécrétée, cette insuline n'agit pas bien et cela conduit au diabète. Mais pour le commun des mortels, ce qu'il faut noter, c'est un état d'excès de sucre dans le sang. Bon, c'est une très bonne question. Comment se manifeste le diabète sucré? Bon, ce qu'il faut noter ici, lorsque le taux de sucre est augmenté dans le sang, ce sucre-là va passer au niveau des reins et la présence de sucre dans les reins, ça va attirer l'eau et la personne va commencer à beaucoup uriner. Donc, nous appelons ça méthylapolyurie. Donc, on se met à beaucoup uriner, donc c'est déjà suspect. Et pendant qu'on est en train de beaucoup uriner, la quantité d'eau dans le sang va baisser, on va être déshydraté et puis bon, la personne va avoir soif, envie de commencer à beaucoup boire. Donc, on est en train de beaucoup uriner, c'est la polyurie, et puis on se met à beaucoup boire, nous appelons ça méthylapolypsie. Et après, le fait que le taux de sucre est élevé, mais cette élévation ne permet pas à ce que les cellules puissent avoir accès à cette substance énergétique qui est le glucose. Et donc, le corps va croire que la personne n'avait pas mangé et il se met maintenant à beaucoup manger. Donc, parmi les symptômes les plus fréquents, vous allez avoir la polyurie, c'est-à-dire le fait de beaucoup uriner, la polydipsie, le fait de beaucoup boire, et la polyphagie, la tendance à chercher toujours à beaucoup manger. Mais en dehors de ça, la personne va perdre le poids parce que quand on est déshydraté, on perd le poids. Et en dehors de ça, la personne va se sentir aussi fatiguée parce qu'il n'a pas assez d'énergie, le glucose n'entre pas dans les cellules et la personne va être fatiguée. Donc, fatigue, amaigrissement, beaucoup uriner, beaucoup boire, tendance à beaucoup manger, ça peut déjà orienter vers le diagnostic du diabète sucré. Oui, les diabètes, il y a plusieurs types de diabète sucré, effectivement. Bon, il y a plusieurs classifications. Il y a la classification de l'OMS, il y a la classification de certaines associations, des sociétés savantes, ainsi de suite. La classification que nous utilisons plus, c'est regroupe le diabète en 4 types. Il y a un premier type qu'on appelle diabète de type 1. Il y a un deuxième qu'on appelle diabète de type 2. Il y a, troisièmement, il y a ce qu'on appelle le diabète secondaire. Puis quatrièmement, il y a le diabète gestationnel. Le diabète de type 1, c'est le diabète qu'on trouve qui survient généralement avant l'âge de 40 ans. Et voilà, ça peut, le pic d'apparition, c'est souvent autour de 24 ans, mais ça peut déjà commencer à se manifester même autour de la puberté. Les plus jeunes encore peuvent aussi en avoir. Et donc, les personnes généralement sont un peu plus maigres. Et donc, voilà comment ils manifestent. Je profite en donnant la classification, je profite aussi pour donner un peu des profils plus ou moins cliniques de ces patients-là. Comme ça, on comprend mieux une fois pour toutes. Donc, le type 1 survient un peu plus tôt, avant l'âge de 30 ans, chez les personnes un peu maigres, et ainsi de suite. Et donc, ces patients qui souffrent de diabète de type 1 n'ont pas d'insuline. Il y a une carence absolue en insuline. Pourquoi ils ont cette carence absolue en insuline? C'est parce que
leur pancréas a été détruit par un processus auto-humain. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la médecine, c'est-à-dire que le corps humain se rebelle contre le pancréas de la personne et le pancréas là est détruit et la destruction de ce pancréas là fait que l'insuline ne soit plus produite et voilà, on développe le diabète de type 1. Je l'ai dit que je profite pour donner les différents types et éventuellement les caractéristiques un peu de la personne. Et là, vous avez compris que je suis en train de donner aussi les mécanismes par lesquels aussi ce diabète-là survient. Le diabète de type 2, par contre, ça survient généralement chez les personnes un peu au-delà de 40 ans. Généralement, ces patients ont des antécédents de diabète dans la famille. Ces personnes-là sont en surpoids ou bien sont aussi obèses et ils vont beaucoup plus développer ce qu'on appelle le diabète de type 2. Mais généralement, chez ces personnes, il ne manque pas d'insuline. Leur pancréas produit l'insuline, parfois même au-delà de la production normale. Mais le problème, c'est que cette insuline-là n'arrive pas à agir. C'est ce que nous appelons insulino-résistance. C'est-à-dire que l'insuline, lorsqu'elle se retrouve devant les muscles, devant le foie, devant les tissus adipeux, disons la graisse, cette insuline n'arrive pas à agir à cause de cette insulino-résistance. Et lorsque l'insuline n'agit pas, le sucre ne va pas non plus entrer dans les cellules, ça va rester dans le sang et puis le taux va augmenter davantage. Ça, c'était le diabète de type 2. Et dans les diabètes de type, le diabète secondaire, c'est quoi? C'est que donc la personne a un problème, une pathologie ou une situation qui peut faire augmenter les sucres. Et là, par exemple, nous voyons peut-être certaines maladies, par exemple, hormonales. C'est-à-dire quelqu'un, la plupart des cas, nous enseignons aux étudiants que la plupart d'hormones, soit ils sont neutres, soit ils élèvent la glycémie, sauf l'insuline qui baisse la glycémie. Alors, toutes ces hormones-là qui peuvent élever la glycémie, lorsqu'il y a une production exagérée de ces hormones-là, donc vous comprenez que les patients peuvent aussi avoir une augmentation des taux de sucre. Et là, on va parler de diabète, mais qui est secondaire à cette maladie-là hormonale. Donc, on peut citer par exemple les maladies où il y a une augmentation des productions de glycocorticoïdes. On peut citer les maladies où il y a une augmentation des productions de catécholamines. On peut citer les maladies où il y a une augmentation des productions de l'hormone de croissance. Ou pourquoi pas les maladies où il y a une augmentation des hormones thyroïdiennes, ainsi de suite. Donc, ces maladies-là, lorsque les personnes ont ces maladies-là, ils vont présenter une élévation de la glycémie et le diabète. Et les traitements doivent passer par les traitements de ces maladies-là. Mais en dehors des maladies endocriniennes ou hormonales, comme je viens de dire, il y a aussi les maladies pancréatiques. Pas tout à l'heure, nous avons dit, bon, le pancréas, c'est le pancréas qui produit l'insuline. Si le pancréas ne produit pas correctement l'insuline à cause des maladies, parce que on dit ceci, le pancréas on a deux types de pancréas, sur le plan histologique ou quoi, on a deux types de pancréas. Il y a le pancréas qui intervient beaucoup plus pour la digestion de ce que nous mangeons. Quand nous mangeons, il faut que tous ces aliments-là puissent être dégradés. Et cette dégradation fait intervenir aussi les substances qui sont produites par le pancréas. Ces pancréas, nous appelons ça pancréas exocrine. Par contre, il y a un autre pancréas qu'on appelle pancréas endocrine. Le pancréas endocrine, c'est le pancréas qui produit les hormones, notamment l'insuline, qui joue un rôle dans la baisse de la glycémie, le glucagon qui joue un rôle dans l'augmentation de la glycémie. Ça, c'est le pancréas endocrine. Mais le pancréas endocrine ne représente qu'à peine 2% de tous les pancréas. Donc, vous comprenez que 98% des pancréas, c'est le pancréas exocrine qui intervient pour la digestion. Maintenant, ce pancréas exocrine, une fois malade, à cause des calcifications, à cause des inflammations, à cause des tumeurs, à cause d'autres maladies, mycoviscidose, hémochromatose, à cause de toutes ces maladies-là, le pancréas exocrine, une fois entamé, ça va étouffer aussi le pancréas endocrine et la personne peut faire le diabète secondaire aux maladies du pancréas. Mais bon, au-delà des maladies du pancréas, il y a aussi les médicaments. Il y a certains médicaments, une fois que vous les prenez, comme les glycocorticoïdes, certains médicaments qui sont utilisés au service de neurologie, certains médicaments qui sont utilisés contre l'infection à VIH peuvent aussi élever la glycémie chez un malade. Et puis, il y a certains diabètes que nous appelons diabète spécifiques, c'est-à-dire c'est des diabètes où la personne ne sait pas bien produire l'insuline par certaines causes génétiques, ou bien il y a une résistance, c'est-à-dire les problèmes de l'action de l'insuline, il y a une résistance importante de l'insuline et la personne va développer aussi le diabète. Ça, on était dans le troisième type de diabète, le diabète secondaire. Et en dernier lieu, on appelle ça le diabète gestationnel. C'est un diabète qui survient pour la première fois. La personne, la patiente, n'a jamais été connue diabétique, mais ça survient pour la première fois au cours de la grossesse et le taux de sucre est perturbé.
Et donc, quel que soit l'issue après l'accouchement. Après l'accouchement, ça peut se normaliser, ça peut continuer ou bien ça peut se normaliser pour remonter plus tard. Mais là, quand c'est pour la première fois au cours de la grossesse, généralement au deuxième trimestre, on appelle ça le diabète, au début du troisième trimestre, on appelle ça généralement le diabète gestationnel. Oui, c'est une question qui a plusieurs volets. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen? Et donc, moi, je peux subdiviser dans le sens que quand il y a diabète sucré, dans la formulation diagnostique, ça c'est pour les professionnels de santé. On n'écrit pas seulement dans les dossiers diabète sucré, c'est pas correct. Dans les dossiers qu'on veut formuler le diagnostic du diabète, on écrit diabète sucré, probablement de type 1 ou 2, ou gestationnel ou secondaire, déséquilibré par tel ou tel autre problème et compliqué de tel problème. Alors, vous avez compris que par rapport à ces cheminements-là, les examens vont dépendre de chaque aspect du diagnostic. Alors, pour le diabète sucré lui-même, il faut que ça soit confirmé. Pour confirmer, nous avons dit dans la définition que c'est un état d'excès de sucre, un état d'hyperglycémie. Donc, il faut demander la glycémie. Pour cette glycémie-là, on ne demande pas n'importe comment. On peut demander à jeun ou on peut demander 2 heures après les repas. Selon que c'est à jeun ou 2 heures après les repas, voilà, il y a les valeurs qui vont vous aider à dire s'il y a diabète sucré ou pas. Mais en dehors des glycémies, on peut demander aussi un paramètre qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. C'est-à-dire que le glucose dans le sang a toujours tendance à se fixer sur l'hémoglobine. Et l'hémoglobine qui fixe les glucoses, on appelle ça hémoglobine glyquée. À un certain seuil, ça va. Mais quand ça dépasse un certain seuil, notamment de 6,5%, donc on peut déjà dire qu'il y a un problème de diabète sucré. Ça, c'était par rapport à la confirmation du diabète. Pour confirmer le diabète, c'est essentiellement la glycémie et l'hémoglobine glyquée. Mais par exemple, pour les types de diabète, il y a certains examens qui peuvent être demandés. Par exemple, dans le type 1, on peut chercher certains auto-anticorps qui vont accompagner les diagnostics. On peut aussi demander les examens pour chercher par exemple les facteurs de déséquilibre. Si on pense que c'est une infection, c'est une malaria et tout ça, là, bon, on va demander des examens par rapport aux facteurs qui a déséquilibré le diabète de ces maladies-là. Mais on peut aussi demander des examens en rapport avec les complications. Si on pense qu'il y a des complications oculaires, on va demander un fondé, un examen ophtalmologique. Si on pense que le malade présente une complication rénale, on va demander l'urée, la créatinine, on va chercher la microalbuminurie, la protéinurie de 24 heures. On peut faire l'ionogramme, ainsi de suite. Si on pense que la personne est en train de présenter une complication cardiaque, on peut faire l'ECG, on peut faire l'échographie cardiaque. Si on pense que la personne est en train de faire une complication au niveau du cerveau, et ainsi de suite, on va... Donc voilà, il y a plusieurs examens qu'on peut demander, mais si je peux comprendre la vision de votre question pour le public de manière générale, donc c'est la glycémie et l'hémoglobine glyquée qui vont vous dire, voilà, nous sommes en phase du diabète sucré ou pas. Ah, voilà, c'est intéressant parce que là, la question avant, j'avais juste dit qu'on fait la glycémie, on peut faire l'hémoglobine glyquée. Là, maintenant, il est question de savoir maintenant quand est-ce qu'on dirait qu'il y a diabète, quand est-ce qu'on dirait que c'est normal. C'est bien. Alors, la glycémie normale, généralement, ça doit être entre 60 ou 70 et 100. Je crois que je me fais comprendre ici parce qu'il y a des gens, quand on fait la glycémie à jeun 110, on pense que c'est bon, 120, on pense que c'est bon. Non, nous, généralement, on préfère que ça soit jusqu'à 100, donc inférieur à 100. Bon, bien évidemment, pas aussi inférieur que ça, sinon ça risque d'être de l'hypoglycémie. Donc, 60 ou 70 à 100, c'est déjà bon pour un individu normal. Mais quand on a mangé, 2 heures après ce repas-là, la glycémie doit être inférieure à 140. Bien évidemment, l'unité que je suis en train d'utiliser, c'est en milligrammes par décilitre parce qu'il y a des valeurs aussi en grammes par litre, il y a des valeurs aussi en millimoles, ainsi de suite. Donc ici, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la glycémie donc en milligrammes par décilitre. Et donc, 2 heures après le repas, la glycémie normale doit être inférieure à 140. Mais alors, maintenant, quand on va dire diabète, on va dire diabète lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 126 mg par décilitre. Bien évidemment, il faut répéter ça une deuxième fois, on ne fait pas une seule fois. Ou alors lorsque la glycémie, 2 heures après le repas, est supérieure ou égale à 200 mg par décilitre, là on va dire qu'il y a diabète. Mais il y a quand même une notion intermédiaire entre le normal et le diabète, on appelle ça le prédiabète, c'est-à-dire on est en train de s'orienter vers le diabète. Alors, dans l'orientation vers le diabète, on appelle ça prédiabète. Dans le prédiabète, c'est que la glycémie à jeun
est entre 100 et 125 mg par décilitre. Et la glycémie, 2 heures après le repas, c'est entre 140 et 199 mg par décilitre. Voilà les paramètres qui peuvent vous orienter. Bon, en fait, il y a un problème de prédisposition. Le diabète sucré, nous aussi, nous disons, c'est un état. Il ne faut pas considérer le diabète sucré comme la fièvre typhoïde, comme la malaria, comme... Non, non. Ici, c'est un état. Je crois que dans la définition, j'ai essayé d'en parler. Dans la définition, j'ai dit que les sucres augmentent parce que l'insuline n'est pas sécrétée, ou bien parce que l'insuline est sécrétée, mais n'agit pas. Il y a des choses là-dedans. Alors, du côté, pourquoi l'insuline n'est pas sécrétée, pourquoi l'insuline n'agit pas, il y a aussi des facteurs de prédisposition. J'ai dit les facteurs génétiques, mais aussi les facteurs de l'environnement. Par rapport à l'environnement, un régime, par exemple, qui n'est pas approprié, une alimentation qui n'est pas saine, une consommation exagérée des aliments sucrés, des infections et toute autre chose peuvent maintenant, à côté d'une prédisposition génétique, amener quelqu'un à faire le diabète. Je donne un exemple simple. On peut avoir des jumeaux qui sont nés, de vrais jumeaux qui sont nés. Puis l'un quitte ici le Congo, il se retrouve aux États-Unis. L'autre est resté ici sur place à Kinshasa. Vous serez surpris que celui qui était parti aux États-Unis commence à faire le diabète, alors que celui qui était ici n'a pas encore fait le diabète. Et pourtant, ils ont le même matériel génétique, c'est parce qu'ils sont des vrais jumeaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? C'est son alimentation, parce qu'aux États-Unis, ils mangent gras, ils sont dans les hamburgers, ils sont dans des grosses bouteilles de coca, ils sont dans des empaquetés trop énergétiques, et ainsi de suite. Il va faire facilement le diabète. C'est pourquoi pour dire que, effectivement, l'alimentation, une alimentation riche en sucre, en graisse, ainsi de suite, peut effectivement conduire au diabète chez une personne qui a une prédisposition génétique à faire le diabète. Autre revers, une autre manière aussi d'expliquer. Vous savez, quand vous allez par exemple à Kulungongo, il y a beaucoup de plantations de canne à sucre. Les jeunes gens, parfois même en juin, peuvent entrer dans les plantations de canne à sucre et peut-être pour manger des cannes à sucre. Ou bien ceux qui travaillent là-dedans, personne ne va les voir, ils peuvent couper un morceau et puis ils sont en train de manger. C'est le fait de manger les cannes à sucre tous les jours qui font le diabète. Je ne pense pas que la prévalence d'avoir le diabète est nécessairement plus élevée qu'ailleurs. Mais le problème, c'est que même s'il prend ces cannes à sucre-là, il doit avoir une prédisposition génétique qui finalement va maintenant conduire au diabète. Donc, à la question de savoir que l'alimentation, oui, l'alimentation peut conduire au diabète chez une personne qui a déjà des prédispositions génétiques, qui a des parents qui ont déjà souffert de diabète, ainsi de suite. D'accord, docteur. Docteur, pouvez-vous nous parler des différents types de diabète sucré? Oui, les diabètes